Bonjour. Vous êtes quelques-uns déjà à être connectés. Je suis Géraud de Lacombe, je suis le directeur commercial et marketing d'Oxiga. On va attendre encore un tout petit peu pour laisser à tout le monde le temps de se connecter à ce webinaire. Merci déjà à tous ceux qui sont présents. On essaiera de tenir les temps pour ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, vous serez à l'heure pour le déjeuner. J'essaie de regarder combien vous êtes déjà connectés. J'en profite pour vous dire, si vous avez des problèmes de connexion ou de son, d'image ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser en bas à droite, il y a un petit bouton chat. Et là, vous pouvez exprimer les problèmes que vous avez, les problèmes techniques, et puis quelqu'un vous aidera et vous répondra. Voilà. Il est 12h01 pour bien respecter le programme et votre temps, certainement précieux. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire, c'est le deuxième que Oxiga organise. Merci à tous pour votre présence. Vous êtes un peu plus de 70 connectés actuellement. Puis je vois vous êtes de toute la France, de tous les réseaux bancaires, et de tous les métiers. Je vois qu'il y a des chargés d'affaires entreprises, des directeurs de centres d'affaires, des personnes des engagements, des risques. Merci pour votre présence. Pour animer ce webinaire, nous avons à nos côtés Maître Thévenot, qui est administrateur judiciaire, fondateur de Thévenot Partners. Merci pour votre salut, merci pour votre présence. Et puis Dimitri Loiseau. Dimitri est responsable juridique adjoint chez Oxiga et spécialiste notamment des contentieux. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous. Merci à tous les deux pour votre temps. Et moi, je suis Géraud de Lacombe, je suis le directeur commercial et marketing d'Oxiga. Voilà pour les présentations. Ce webinaire va durer 45 minutes. On va vraiment essayer de respecter le timing, c'est important. Les deux premiers points sont vraiment sur reprendre un petit peu les basiques du gage pour être sûr que tout le monde soit au même niveau. Qu'est-ce que c'est que le gage sur stock? Et puis, un focus vraiment sur le suivi du gage. Les deux premiers points, ce sera fait en 10 minutes, mais c'est important pour être tous, avoir le même niveau d'information au cas où. Et puis, le cœur du webinaire, ce sera vraiment autour des droits de rétention, les cas d'activité d'activation de la garantie. Et puis, n'hésitez pas tout au long du webinaire, posez vos questions. Vous avez un petit logo en bas à droite, question avec un point d'interrogation. Dès maintenant, vous pouvez l'utiliser, vous écrivez vos questions, et on essaiera d'y répondre, ou pendant l'intervention, ou à la fin de l'intervention, où il y aura un moment dédié pour ça. Alors, avant de commencer, un petit sondage, une petite question. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune conséquence à votre réponse. Avez-vous déjà mis en place une garantie sur stock? L'idée, c'est essayer de comprendre le degré de connaissance que vous avez sur la garantie sur stock et peut-être en fonction répondre ou modifier un petit peu ce qu'on peut dire sur la garantie sur stock. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre. Normalement, un petit pop-up, c'est ouvert sur votre écran. Si ça ne s'est pas ouvert, vous allez en bas à droite et vous voyez sondage, vous cliquez dessus et vous pouvez répondre oui ou non. Alors, je ne vois pas les statistiques. Est-ce que je demande à mon expert qui nous suit et c'est 50-50. 50-50, voilà, super. Un peu plus de oui. Ah, ça varie, là. Il y a des réponses qui arrivent. Ça varie. Très bien. Eh bien, 50-50, eh bien, bienvenue. Et du coup, ça donne de l'importance à quand même réexpliquer ce que c'est que le gage sur stock, même si peut-être 50% à peu près ne l'ont pas mis en place. Peut-être que vous connaissez quand même un petit peu si vous êtes là. Et je vais réexpliquer du coup rapidement le gage sur stock. Et encore une fois, n'hésitez pas, posez vos questions en bas à droite si besoin. Alors, très simplement, le gage sur stock, c'est une sûreté réelle, c'est important de bien comprendre, qui permet à une banque d'accorder une ligne de financement à une entreprise avec ses marchandises en garantie, avec son stock qui va être mis en garantie. Il y a deux grandes familles de gages.
le gage sans dépossession et le gage avec dépossession. Je vais en donner une description physique, entre guillemets, rapide, et puis on verra ensuite les droits de rétention, comment voilà, les différences. Mais un gage sans dépossession, les stocks de l'entreprise restent dans l'entreprise, il n'y a aucun isolement physique, donc c'est quelque chose qui est très simple pour l'entreprise. Le gage avec dépossession est un peu plus compliqué pour l'entreprise, puisque les stocks qui sont gagés vont être isolés physiquement dans l'entreprise, dans une zone dédiée, qui va être une zone signalée aussi, une zone sécurisée, et cette zone elle est sous le contrôle d'Auxiga. Donc, vous voyez, physiquement, pour l'entreprise, il y a un impact qui est différent. Et on verra ensuite ce que ça veut dire en termes de droit de rétention. Voilà donc pour les deux grandes familles de gages. Ensuite, rapidement encore, pourquoi mettre un gage en place? Quel est l'intérêt pour le banquier, pour vous qui nous écoutez? Quel est l'intérêt pour l'entreprise? Pour le banquier, évidemment, c'est une opportunité de mettre des lignes de financement supplémentaires, puisqu'en fait, vous aurez une meilleure maîtrise du risque. Ces lignes de financement supplémentaires, soit ce sont des clients, des entreprises qui sont déjà clientes chez vous, ça va vous permettre une ligne supplémentaire, c'est du PNB supplémentaire pour vous, et c'est très bien. Ça peut vous permettre aussi d'aller en conquête et d'attirer chez vous des entreprises qui ne sont peut-être pas encore clientes, en leur proposant un financement avec une garantie que vos concurrents ne vont peut-être pas proposer. Et ça va vous permettre d'attirer, de l'avoir comme client, d'avoir des flux, d'augmenter votre PNB. Et ce qui est très important aussi à comprendre, c'est la souplesse et la simplicité du gage pour vous, banquiers. C'est-à-dire que nous, on a tendance à dire chez Auxiga que le seul rôle du banquier, c'est un peu plus que ça, mais c'est vraiment d'identifier une entreprise qui a un besoin de financement et qui a des stocks. Et après, nous, on fait tout le reste. Et c'est nous qui allons voir si les stocks sont éligibles, pas éligibles, les assiettes de garantie, toute la documentation. On va tout faire nous-mêmes. Donc, c'est très simple pour le banquier. C'est ça qui est important à retenir. L'intérêt pour le client, il est simple. Il est d'accéder à des lignes de financement supplémentaires dont il a besoin. Et c'est également simple et souple pour lui. Il y a des process 100% digitaux, etc. Et nous, on l'accompagne dans cette mise en place. Donc, voilà globalement l'intérêt évidemment pour le banquier et évidemment pour l'entreprise. Alors, le gage, après, cette slide, elle est sur quel type d'entreprise en fait est intéressée, peut être intéressée ou avec qui on peut mettre en place une garantie sur stock ou un gage sur stock. Alors, on pense très rapidement, en général, quand on pense au gage sur stock, aux entreprises en difficulté. C'est vrai, les entreprises en retournement ont besoin de financement et c'est un bon moyen de les financer et de leur permettre de rebondir. Mais si on regarde dans le portefeuille des clients d'Auxiga, c'est 10 à 15% du portefeuille simplement. C'est-à-dire que toutes les autres entreprises sont des entreprises qui utilisent le gage sur stock comme outil pour financer leur activité traditionnelle, je vais dire, ou pour financer une croissance forte. On a par exemple dans notre portefeuille une des licornes françaises. Donc, c'est important de bien se dire que ce n'est pas forcément pour les entreprises en difficulté, ou pas que pour les entreprises en difficulté. Ensuite, le gage sur stock, ce qui est important, c'est que l'entreprise soit propriétaire de son stock. Par exemple, elle a un stock chez elle, mais elle le paye à 90 jours, elle n'est pas propriétaire, on ne va pas pouvoir mettre un gage sur ce stock, puisqu'elle n'est pas propriétaire. Mais tout ça, c'est nous qui allons le vérifier ensuite. Ce n'est pas au banquier de le vérifier. Et puis, il faut que nous, on puisse vérifier une présence physique de ces stocks et que ces stocks se conservent. Vous comprenez que si un stock est impérifiable, je peux avoir un droit de rétention sur un stock, mais si dans 24 heures, il est périmé, il n'a plus aucune valeur, ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était un petit focus rapide sur ce que c'est que le gage sur stock, pour quel type d'entreprise on peut cibler et chez qui on peut mettre en place un gage sur stock, et puis les intérêts pour les banquiers et pour les entreprises, pour les créanciers et les entreprises. Là, c'est un petit aparté sur tous les gages ne se valent pas, exiger la garantie sur stock Auxiga. Donc, vous allez le voir comme une page de publicité. C'est un peu ça, mais c'est plus que ça, en fait. C'est aussi une alerte pour vous, pour les créanciers, sur votre responsabilité. Nous, on a la responsabilité de mettre en place un gage sur stock, mais vous savez, un gage sur stock, en fait, ça pourrait se résumer, et ce n'est absolument pas ça, mais à une simple inscription au greffe. Et certains créanciers font une inscription au greffe et sont heureux en disant « j'ai mis un gage sur stock en place ». Eh bien, en fait, ça ne suffit pas. Vous comprenez très bien que
un gage inscrit en greffe si le stock est vendu 2 jours après, quel que soit le document administratif que vous ayez fait auprès des greffes. Vous avez un droit de rétention sur plus rien puisqu'il n'y a plus de stock. Je vous le dis parce que c'est important pour comprendre, en fait, ce qui est important, c'est évidemment la mise en place de la garantie sur stock, du gage sur stock. Son inscription en greffe est évidemment très importante, mais tout le suivi, en fait, ensuite, de la vie du gage est très importante. Si ce suivi n'est pas bien fait, en fait, tous les droits de rétention dont on va parler ensuite, après, avec Dimitri et Maître Thévenot, restent des droits de rétention sur un stock. S'il n'est plus là, ça reste très théorique et ça n'ira pas dans votre sens. Donc voilà, c'est pour insister sur l'importance du suivi du gage sur stock. Pour un suivi de qualité, en fait, il faut des experts. Oxiga, évidemment, nous sommes experts, mais plus qu'être experts du gage, nous sommes organisés avec une structure d'experts, des commerciaux experts, des contrôleurs experts, des gestionnaires experts, des juristes experts, et ça nous paraît particulièrement important pour faire valoir vos droits, en fait. Quelques explications rapides. Le fait d'avoir des contrôleurs experts et pas avoir un étudiant ou des gens qu'on ne connaît pas qui vont faire des contrôles, va permettre, en fait, d'avoir des contrôles d'une très grande qualité. Et c'est important pour vous. C'est-à-dire que nos contrôleurs, ils font en moyenne 4 contrôles par jour. Donc, vous imaginez le degré d'expertise qu'ils peuvent avoir avec le temps, mais c'est aussi des méthodes de contrôle, des process de contrôle, des audits de nos méthodes qui sont mises en place. Oxiga est le numéro 1 européen du contrôle d'assets en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'on contrôle les stocks d'entreprises du CAC 40. Donc, voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut des méthodes. Un contrôle peut se faire très bien ou moins bien. C'est important d'avoir des experts pour le faire. C'est important d'avoir un vrai maillage du territoire aussi avec beaucoup de contrôleurs. Pourquoi ? Souvent, un stock est réparti sur plusieurs endroits, c'est-à-dire multi-sites. Vous n'allez pas, si vous avez peu de contrôleurs, contrôler vos sites sur 3 jours, forcément, le stock peut tourner et avoir un effet de cavalerie. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir une entreprise qui va vous accompagner, qui est experte dans le contrôle et qui a les capacités à les mettre en œuvre de façon très qualitative. De la même façon, on a des gestionnaires experts. Alors, les gestionnaires experts, parfois, c'est un métier qui est très mal connu, en fait, la gestion. On va croire que ce sont des personnes qui vont récupérer des documents, un cabis, être sûr que le dossier soit bien rempli. Ce n'est pas ça. Un gestionnaire, c'est une personne qui est aux côtés, en fait, du banquier pour son gage. Si un jour, il va falloir exercer les droits du gage qui a été posé, se passe de la façon mieux possible pour la banque. Il sert les intérêts du banquier. Un exemple, excusez-moi, pas par exemple, mais un exemple que je peux vous donner, c'est un stock qui est chez un dépositaire. Un stock qui est chez un dépositaire, ça arrive dans énormément de cas, évidemment. Le dépositaire, c'est important qu'il soit payé par l'entreprise. Si, par exemple, le dépositaire n'était pas payé par l'entreprise, le jour où il y a une liquidation judiciaire et où vous allez faire valoir vos droits de rétention sur le stock, le dépositaire va dire « mais moi, je n'ai pas été payé ». Et bien, en fait, il va avoir un droit de rétention équivalent au vôtre. Donc, vous voyez déjà sur le stock que vous avez gagé, qui était à 100% entre guillemets pour vous, là, il est déjà partagé avec un dépositaire. Vous êtes à 50-50. Mais en plus, le dépositaire, lui, il a les clés du dépôt, pas vous. Et ça va vous mettre en difficulté. Donc, ce qui est très important, c'est que Oxiga, quand il va vous accompagner, que vont faire nos gestionnaires experts? Ils vont vérifier très régulièrement que le dépositaire est bien payé. Cette question, on ne la paye pas au client. On ne la pose pas au client, on la pose au dépositaire directement. Donc, vous voyez, les gestionnaires sont des gens qui sont aux côtés de la banque, même si vous ne les voyez pas, pour faire vivre le dossier et être sûr de la qualité de suivi du gage pour qu'il se mette bien en place le jour où il y a besoin de le mettre en place. Ils vont aussi vérifier, par exemple, que les stocks soient bien assurés, les stocks gagés soient bien assurés. Vous voyez, plein de choses comme ça. C'est très important d'avoir des experts là-dessus. On a aussi des experts juridiques. Là, on a Dimitri avec nous, qui n'est pas juste un expert du gage. Bien sûr, c'est un expert juridique du gage, mais en plus du contentieux. Donc, vous voyez, c'est la capacité, en fait, qu'Oxiga va avoir à vous accompagner, quelle que soit toute la vie du gage, du montage jusqu'à la fin. En plus, le fait d'avoir des experts par métier va nous permettre d'avoir une organisation, en fait, que vous connaissez très bien dans le monde bancaire, qui s'appelle une organisation avec des process, avec la règle des 4 yeux. Quand un expert fait quelque chose, un autre expert, en fait, intervient et contrôle ce que fait le premier expert. Et ça nous paraît
particulièrement important, et puisque c'est ce que vous utilisez dans le monde bancaire, mais il n'y a pas une personne qui va faire, qui va monter un dossier, qui va le contrôler, qui va le mettre en place, etc., sans, entre guillemets, autre contrôle d'autres experts qui vont vérifier que tout se passe bien. Tout ça s'est mis en place pour une bonne qualité du gage au bénéfice de la banque. Ça nous paraît très important, et voilà, je voulais prendre ce petit temps. Alors, est-ce que c'est une page de pub ou est-ce que c'est vous expliquer l'importance du suivi du gage? C'est aussi pour vous dire que c'est à vous, banquiers, vous avez aussi une responsabilité, mais si nous, on va le mettre en place, nous, on va le suivre, vous devez aussi choisir à quel point vous voulez le gage, vous allez l'inscrire tout seul au greffe, ou si vous allez exiger une qualité de suivi importante, parce que c'est ça la maîtrise de vos risques. Voilà, c'était les petits points que je voulais mettre en avant de passer la parole à Dimitri et à mettre sur les droits de rétention et les cas d'activation de la garantie. Donc Dimitri, je te passe le micro. Merci Jérôme. Des questions, évidemment. Bonjour à tous. Effectivement, il m'a été demandé de faire un focus sur une notion très souvent utilisée dans le cadre de notre activité, qui est le droit de rétention. Le droit de rétention est une notion forte du gage avec des possessions ou sans dépossession. C'est la faculté pour un créancier de retenir une chose ou un ensemble de choses qui lui ont été confiées par son débiteur, et ce, jusqu'au parfait remboursement de la dette qui a été contractée. Dans les gages Oxiga, le droit de rétention est un effet juridique du gage. Il faut faire attention à cette notion-là. C'est-à-dire que le droit de rétention n'est que la conséquence du gage. Le droit de rétention n'est pas autonome et découle donc expressément du gage qui a été concédé par le débiteur. Donc le droit de rétention figure dans le gage qui est concédé. Pour pouvoir exercer un droit de rétention, le rétenteur, donc vous, votre qualité de créancier gagiste, devait être titulaire d'une créance qui se rapporte au gage concédé. Il doit toujours y avoir un lien juridique entre la créance, la garantie et le stock qui est concédé. Si le gage tombe, le stock tombera également. Grâce au droit de rétention tel que pratiqué par Oxiga, le créancier gagiste bénéficie d'une sûreté très efficace et qui lui confère un levier capital pour faire valoir ses droits en cas de procédure collective. Les droits de rétention peuvent être de deux types distincts. Il peut être soit réel, soit fictif. Le droit de rétention réel est celui qui est opéré dans un gage avec des possessions. C'est-à-dire que les marchandises vont se trouver dans une zone qui va être identifiée comme telle, ce que l'on va appeler un magasin Oxiga, ou lorsque les marchandises se trouvent chez un tiers entrepositaire, via une convention de blocage, ce droit de rétention va se reporter automatiquement à l'aide de cette convention de blocage. Et ce droit de rétention peut également être fictif dans le cadre d'un gage sans dépossession ou d'un warrant agricole. L'opposabilité du droit de rétention, quelle est-elle? Elle permet à son titulaire, donc vous, créancier gagiste, encore une fois, j'insiste, c'est vous le bénéficiaire du droit de rétention, même si c'est nous qui l'exerçons par moment par le mandat que vous nous avez confié. Donc, il permet à son titulaire de refuser de restituer un bien déposé entre ses mains ou celle de son tiers de confiance, Oxiga, jusqu'à ce que le propriétaire de la chose retenue exécute les obligations pour lesquelles il est tenu envers son créancier. C'est-à-dire que, peu importe le montant de la créance que vous avez, le gage étant indivisible, vous êtes en capacité de refuser d'opérer le moindre mouvement de stock au titre de ce droit de rétention en cas de gage avec des possessions, dès lors que vous n'avez pas le moindre centime d'euro d'un début de remboursement de votre créance. Et avant de demander à Maître Thévenot de compléter, l'efficacité du droit de rétention, dans un second temps, réside dans son opposabilité à tous. C'est-à-dire que le droit de rétention ne s'exerce pas seulement contre le débiteur, mais également contre tout autre créancier, super privilégié ou non, ça c'est très important, qui souhaiterait se désengager de sa dette, de sa créance, à l'aide du stock gagé. Dès lors qu'un stock est gagé à votre profit, le droit de rétention
en cas de redressement judiciaire pour un gage avec dépossession ou en cas de liquidation judiciaire pour un gage sans dépossession, fait que vous êtes à votre tour créancier super privilégié sur le stock et que personne ne peut venir se prévaloir du moindre centime d'euro du stock qui a été gagé à votre profit. C'est une notion très importante. Donc, en conclusion, je dirais que le gage tire sa force du droit de rétention qu'il contient, mais le droit de rétention n'est que la conséquence du gage qui vous a été concédé. Il faut systématiquement mettre en place un gage pour que le droit de rétention puisse vous bénéficier. Et un sujet pour lequel je vais interpeller Maître Thévenot, c'est qu'il ne faut pas confondre l'opposabilité du droit de rétention qui est constitué dans le gage avec l'opposabilité du gage. Un gage qui vous a été consenti est opposable en toutes circonstances. Le droit de rétention attaché au gage n'est pas forcément opposable en toutes circonstances. Le droit de rétention contenu dans un gage avec dépossession est opposable en toutes circonstances. Le droit de rétention attaché à un gage sans dépossession n'est opposable qu'en cas de liquidation judiciaire. Vous aviez un mot, Maître Thévenot, sur le sujet ? Merci. D'abord, merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, pour tous les participants, qui sont nombreux, 63, moi, je suis administrateur judiciaire, donc je suis désigné dans les redressements judiciaires, les procédures de sauvegarde. Je fais beaucoup d'amiables, c'est-à-dire de mandats ad hoc, de conciliation, qui sont des notions qui sont peut-être familières pour vous. Et moi, ma première réflexion, elle est au-delà de ces aspects qui sont mon quotidien, hein, l'amiable, la conciliation ou les procédures collectives. Objectivement, le gage sur stock que le banquier peut prendre, lorsque tout va bien, c'est-à-dire que moi je n'existe pas, mais que malgré tout il y a une négociation nécessaire de la part de votre client pour aménager un remboursement, une échéance, une durée, ben vous êtes du bon côté de la barrière, du bon côté du manche pour négocier, parce que ce gage sur stock, avec ou sans dépossession, surtout quand l'entreprise est in bonis, encore loin du tribunal, loin d'un mandat ad hoc, loin d'une conciliation, ben nécessairement, l'entreprise a besoin de son stock et même si elle vous demande des aménagements, vous êtes vraiment du bon côté parce que c'est vous qui maîtrisez le stock, surtout s'il est avec dépossession, parce que, comme nous dit nos camarades d'Oxiga, j'ai pas d'action chez Oxiga, donc ça marche pour chez eux et pour les autres, leurs concurrents. Il y a un magasin et donc le stock est maîtrisé. Donc, vous me direz, Dimitri et Géraud, à quel moment vous me faites intervenir sur vraiment l'aspect quand il y a des vraies difficultés. Mais d'abord, cette remarque générale, je constate en amont justement des mandats ad hoc, des conciliations, a fortiori des redressements, que c'est un outil assez efficace. Effectivement, je vais reprendre la main. Dans le second temps de mon intervention, après ce point très technique sur le droit de rétention, j'espère avoir été clair, on va de façon plus large évoquer les effets d'une garantie Oxiga en cas de procédure collective. Les procédures collectives, comme vous le savez, peuvent être de deux ordres, hein, soit la procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, soit éventuellement une conversion en liquidation ou une liquidation directe. S'agissant des procédures à mettre en place en cas de redressement judiciaire et de sauvegarde, il y a là à nouveau deux possibilités. Soit on vous a consenti un gage avec dépossession et l'opposabilité du droit de rétention que j'évoquais en première partie produit ses effets quoi qu'il arrive, peu importe la situation, et donc notamment en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on a, dès la publication de la notification infogreffe de cette procédure collective, on a la possibilité de bloquer les mouvements dans le magasin Oxiga, bloquer les mouvements chez le dépositaire, comme je l'ai expliqué, via la convention de blocage. Cet arrêt des substitutions a vocation à faire en sorte qu'un échange s'installe entre l'administrateur judiciaire, Maître Thévenot éventuellement, et vous autres créanciers gagistes, et vous mettre autour de la table pour essayer de trouver une solution pour trouver la meilleure façon de vous désengager vis-à-vis de la société. Vous allez estimer, et potentiellement le gage vous permettrait que la valeur
la totalité de la valeur de chaque sortie de marchandises soit affectée au remboursement de votre créance, ce qui ne serait pas forcément la meilleure chose pour la pérennité de la société. Et puis l'administrateur judiciaire vous fera remarquer ce point en vous disant que peut-être que 10% de la valeur serait un bon compromis. Et donc, une discussion va s'engager et on mettra en place ce qu'on appelle une procédure de retrait contre paiement qui sera validée par une ordonnance du tribunal de commerce et qui permettra à vous, créancier avec une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, d'être désengagé de votre créance. C'est le seul moyen d'être désengagé d'une créance antérieure à l'aide d'un gage avec dépossession. Donc voilà, un moment fort pour ça. S'agissant du gage sans dépossession, le droit de rétention, encore une fois, que je vous expliquais au point 1, n'est pas opposable à ce moment précis de la procédure. Cependant, l'administrateur judiciaire s'engage à la poursuite des contrats. Donc, en fait, il s'engage au maintien du gage, puisque le gage, lui, est opposable. Le droit de rétention ne l'était pas, mais le gage, lui, est opposable. Et vous avez aussi la possibilité de faire un tour de table avec les organes de la procédure afin d'évoquer les perspectives liées à la pérennité et éventuellement au plan qui sera validé par l'administrateur judiciaire. Je vous laisse la main, Maître Thévenot. Oui, merci. Alors, encore une fois, le gage Oxiga ou concurrent est très efficace en cas d'ouverture de procédure collective. Et donc, lorsque nous, on a un dossier qui arrive comme cela, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas dépossession, on va chercher une négociation avec le créancier gagiste. Et pourquoi on le fait qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas dépossession? Parce que quand il y a dépossession, donc le gage est sous clé, donc il faut quelqu'un ouvre la clé pour sortir les marchandises ou les matières. Mais quand il n'est pas sous clé, malgré tout, ce gage, et ça a été rappelé, il est opposable. Et on se doit, en tant qu'administrateur judiciaire, de s'assurer, même si on ne signe pas avec notre sang et qu'on n'est pas directement responsable, je dis au passage, on doit quand même s'assurer que les droits du créancier gagiste sont préservés. C'est-à-dire que si ce stock, sans dépossession, donc libre d'accès, est cédé, on va très concrètement écrire à l'entreprise, aux dirigeants, en disant attention, vous sortez du stock, le prix de cession du stock est en principe la propriété du créancier gagiste. Donc mettez-le de côté. On est écouté, on n'est pas écouté. Mais c'est vrai qu'il y a ce souci de préserver, sinon la propriété de la matière, de la marchandise, ou le prix de cession, donc, puisque le gage se reporte sur le prix de cession de cette marchandise. Et donc, quand je disais, ça nous conduit à ouvrir un dialogue avec le créancier gagiste, ça va évidemment, tout ça va dépendre de l'activité, du type de matière, matériel, marchandise qui est en gage. Mais typiquement, la discussion, la négociation, et Dimitri l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, elle est assez simple. Si le créancier gagiste nous dit non, dès qu'il y a un boulon qui sort, le prix de vente du boulon me revient à 100%, eh ben nous, on fait une requête en conversion en liquidation judiciaire, puis vous vous débrouillez avec votre gage. Et le stock de boulon, il ne vaut pas cher, à mon avis, en liquidation judiciaire. Je négocie un peu en amont, pardon, mais... Donc comme ça ne marche pas, et ce n'est pas dans l'intérêt des parties. Et pour aller assez vite, le plus souvent, le raisonnement que moi-même ou mes confrères on va tenir, c'est de dire, OK, il y a de la marchandise, elle est vendue, il y a de la marge. Quelle proportion de cette marge on peut affecter à votre désintéressement? Parce qu'il faut qu'une partie de cette marge serve à payer les salaires, le transport, l'activité de l'entreprise qui doit se poursuivre, puisque c'est aussi dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, et a fortiori du créancier gagiste, que l'activité se poursuive pour réaliser au mieux ce stock. Et donc, ça conduit à des protocoles d'accord, et j'en ai fait quelques fois. Je dis quelques fois parce qu'on
ne rencontre pas aussi fréquemment que cela de gage sur stock en procédure collective. Et donc des protocoles d'accord dans lesquels très clairement on dit ben voilà, le créancier gagiste autorise la sortie des stocks, toujours sur la surveillance de Oxiga, avec une liste extrêmement précise du stock des entrées et des sorties. Et on convient d'un calcul en fonction du degré de complexité du flux d'activité, d'un calcul où on reverse tant tous les mois, toutes les semaines, avec du reporting sur une proportion de la marge qu'on aura calculée, qu'on aura définie entre nous. Et cette discussion, cette négociation, cet accord qu'on va faire viser par le juge, effectivement, elle doit avoir lieu avec des possessions, mais quelque part, elle doit aussi avoir lieu, parce que c'est la sécurité pour tout le monde, sans des possessions. Encore une fois, selon le type d'activité, si c'est des marchandises, achat-revente, et pas forcément des stocks de matières premières transformées, ça c'est plus compliqué, il n'y a pas forcément de prix de vente immédiat, il y a un prix de vente futur d'un produit qui aura intégré une partie de la matière. Quand on fait en achat-revente, et donc sans dépossession, on va pareil, de la même façon, convenir que à chaque fois qu'on vend une télévision ou une chaîne IFI, je dis ça parce que j'ai eu un dossier dans ce cas-là, peut-être avec l'un d'entre vous d'ailleurs, comme il y a beaucoup de monde, on fait en sorte que la société reverse tous les mois. D'ailleurs, on avait fait une cote mal taillée de son résultat d'exploitation. On n'était même pas parti sur le calcul de marge parce que ça dépendait peut-être une marge moyenne. Enfin, voilà. Peut-être une anecdote quand même pour illustrer si on est dans les temps là. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait des questions. On pourrait y répondre après, messieurs. Mais une anecdote, donc j'ai eu ce fameux dossier là de matériel IFI, télévision, etc. Il y avait un gage avec des possessions dans des locaux de l'entreprise. Et la veille de l'ouverture du redressement ou de la sauvegarde, je crois que c'était une sauvegarde, ils avaient déménagé le stock en forçant le cadenas, donc en violant le fait que le gage était avec des possessions sous stock, sous clé, et c'était pas Oxiga, c'était un de vos confrères. Ils avaient déménagé chez eux, dans un magasin. Ils faisaient de la vente au détail. Et ce faisant, ils arguaient un peu du fait qu'il n'y avait plus de dépossession, mais par une voie de fait, en réalité, pour me dire, non, le stock, oui, il y a un gage, mais en gros, il est chez nous, voilà, et on va le vendre, et sinon, on ne peut pas faire autrement. Et donc, pour faire l'histoire courte, j'ai utilisé tout mon poids et derrière moi celui du juge et celui du tribunal pour exiger d'abord que toutes les ventes de matériel soient bloquées sur un compte, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ce faisant, je démarrais un dossier en responsabilité. Et pour finir, je leur ai dit, mais c'est bien simple, soit on trouve un accord avec la banque, qui souhaitait trouver un accord, soit je fais une requête en liquidation judiciaire. Parce qu'on ne va pas poursuivre une période d'observation avec une voie de fait où il y a entre guillemets, du vol de stock qui ne vous appartient plus. Voilà, donc la menace a été efficace. On a finalement signé un accord. Respecté, l'entreprise est sortie par un plan et la créance de la banque s'est vue réduite au fur et à mesure. La banque a dû accepter, mais parce que l'activité était incapable de faire autrement, des étalements assez longs finalement sur la créance. Mais l'outil de dépossession, même si un débiteur un peu indélicat, on ne s'est pas bien entendu avec le débiteur, a voulu forcer la main. Il n'y avait pas tellement d'autres solutions. On a eu un débat à ce moment-là. Je perds mon fil. Je vous repasse la parole, ça va me revenir dans 2 secondes. Oui.
Je vous remercie, Maître Thévenot. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez et à l'attention des créanciers, précisément sur ce que vient de dire Maître Thévenot, la force de la garantie, c'est l'obligation pour le constituant de respecter les engagements. S'il ne respecte pas les engagements, les organes de la procédure sont là pour vous épauler quant à la remise dans le droit chemin des engagements pris par le constituant. Ça, c'est un état de fait. Et effectivement, et moi, je suis là pour ça, enfin, Oxiga est là pour ça, mais plus spécifiquement, moi, au sein du service juridique, pour vous accompagner préalablement au rendez-vous de négociation et de conciliation qu'on a avec les administrateurs judiciaires, pour préalablement élaborer une stratégie de désengagement au mieux dans la défense de vos intérêts. Et pour terminer mon point sur les effets de la garantie, si malheureusement votre relation devait subir une conversion de la procédure de redressement ou de sauvegarde en liquidation, ou si elle devait être admise directement en liquidation judiciaire, là, il vous faut savoir que les droits de rétention, encore une fois, je vous ai expliqué plus en amont, sont les mêmes. Réels ou fictifs, les droits de rétention sont opposables en cas de liquidation judiciaire et produisent les mêmes effets. Et l'effet, c'est que si la société est cédée ou si les stocks sont vendus aux enchères, le produit de la vente des marchandises gagées à votre profit sont intégralement remis entre vos mains, moins les éventuelles indemnités liées au commissaire-priseur ou au mandataire judiciaire. Mais globalement, chaque centime d'euro qui sera vendu soit dans une vente de gré à gré, soit dans la vente aux enchères, soit dans le cadre d'une cession de la société, sera remis entre vos mains. Et voilà, j'entendais automatiquement. Allez-y. Pardon, oui, voilà. Mon point est revenu. Je le dis parce qu'il y avait un raccourci fait par le créancier gagiste, par la banque en question, sur ce gage avec des possessions. Donc, encore une fois, dans un magasin fermé à clé, c'était « mais le stock nous appartient, on peut le vendre ». Et c'est une erreur. Le gage avec des possessions n'emporte pas transfert de propriété au profit du créancier gagiste. C'est toujours la société qui est propriétaire, et Dimitri l'a rappelé tout à l'heure. Et uniquement, notamment en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut céder ce stock et le produit va revenir au créancier gagiste. Je le dis parce que dans le pouvoir de négociation que j'évoquais, qui est efficace, et il est efficace, ça ne va quand même pas jusqu'au fait que le créancier gagiste peut dire très bien, le stock il est chez moi, j'en dispose, je le vends, je me paye, et puis débrouillez-vous. Ça n'existe pas. Donc ça pousse quand même à la négociation avec une sûreté assez efficace. J'ai vu qu'il y avait des questions pour vous, messieurs. Tout à fait. Il y a effectivement plusieurs questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur ce petit logo en bas à droite, là, avec questions et points d'interrogation. On va essayer de répondre à toutes les questions. Il y en a quand même pas mal. Il y en a aussi bien sur le gage sur stock. Techniquement, j'ai sur les droits de rétention, l'opposabilité. Alors, je vais lire les questions et répondre. Je donne juste le prénom de la personne qui a posé la question pour la confidentialité. Mais donc, il y a Eric qui a posé une première question. Y a-t-il des particularités, des spécificités lorsque le gage est pris par deux établissements? En l'occurrence, il s'agit d'un dossier où nous avons demandé, avec un autre établissement, un gage Oxiga pour couvrir un découvert. Donc, c'est important, effectivement, un gage, il peut y avoir plusieurs créanciers sur un même gage. Donc, on met un pool bancaire en place et on va regarder ensuite pour mettre il peut y avoir des montants différents selon les banques. On va pouvoir mettre une clause, par exemple, de pari passu pour être à égalité. Mais tout ça, c'est nous qui allons le faire et on va vous accompagner là-dessus. Mais donc, c'est tout à fait possible. Alors je continue. Il y a une question sur le gage Oxiga couvre-t-il bien la période qui peut exister pendant la période de renouvellement des lignes court terme? Le gage Oxiga, le gage sur stock, il est fait pour accompagner une ligne de financement. J'allais dire, souvent, c'est souvent sur des financements court terme, mais en fait, ça peut s'adosser à plein de types de financements différents. C'est du court terme, ça peut être du moyen terme, ça peut être du RCF, du crédit documentaire. Voilà, donc encore une fois, quand vous avez des questions comme ça, surtout,
pour vous, ce qui est important, c'est savoir, vous avez une entreprise cliente qui a un besoin de financement, a priori, elle a du stock, vous appelez Oxiga, et nous, on vous dira si c'est possible, si ce n'est pas possible, etc. On a cette expertise, on est là pour ça. Mais voilà, mais c'est vrai que très souvent, on pense exclusivement à du court terme, ou même voire du très court terme, sur du découvert, etc. Oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus large que ça. Autre question, et Dimitri, quand c'est des questions sur le gage, tu n'hésites pas à compléter ce que je dis, sur la partie de mise en place d'un gage, et puis Maître Thévenot, évidemment, sur les questions plus juridiques. Alors, peut-on mettre en place un gage avec des possessions sur des véhicules d'occasion à partir de la carte grise, avec la rétention de la carte grise? Alors, Dimitri, tu compléteras avec plaisir. Alors, Oui. on ne met pas de gage avec des possessions sur des voitures. Donc, on met des gages sans dépossession sur des voitures. On peut mettre des gages sans dépossession sur des véhicules neufs ou sur des véhicules d'occasion. Pas de problème, ça, on le fait. Autrefois, je crois que la rétention de la carte grise se faisait pas mal. Ça se fait de moins en moins, car la carte grise n'est pas un titre de propriété, je crois. Dimitri, je te laisse compléter. Alors, effectivement, on avait précédemment un produit qui permettait de combiner tant un gage sans dépossession qu'une rétention des documents administratifs des véhicules. Ce produit a été, pour le moment, n'est plus dans le cahier proposé par Oxiga. En revanche, dès lors qu'un gage sans dépossession est concédé par une concession automobile, un article de l'acte de gage dispose que le constituant du gage s'engage à remettre à première demande du créancier ou de son mandataire tout document administratif permettant d'immatriculer ou de céder les véhicules objets du gage. Il n'y a plus cette rétention dans laquelle on suivait les flux de marchandises, les flux de véhicules. Dès lors qu'un véhicule était vendu, on restituait la carte grise du véhicule vendu en échange d'une nouvelle carte grise pour maintenir en permanence le niveau de garantie attendu par le créancier. Ce flux-là n'existe plus, mais le constituant concède que dès première demande du créancier gagiste, il peut remettre entre les mains d'Oxiga tout document administratif permettant l'immatriculation ou la cession du véhicule. Merci Dimitri. Je vais continuer à lire les questions et continuer à en poser. C'est bien, c'est en train d'arriver. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, ne vous inquiétez pas, on vous répondra après le webinaire. D'accord? Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. J'ai une question d'Alexandre. Ah, pardon. Dimitri, vas-y. Non, j'ai eu une question où effectivement, tout à l'heure, on disait que le créancier gagiste n'était jamais propriétaire du stock. Oui, un cas, effectivement, je vois dans la rivière de questions, un cas pourrait faire en sorte que le créancier devienne propriétaire moyennant une décision de justice via ce qu'on appelle une attribution judiciaire du stock. Donc oui, on peut avoir une attribution judiciaire du stock à la condition expresse qu'on ait préalablement trouvé un acquéreur sur ce stock. C'est-à-dire que dans l'attribution judiciaire du stock, ce n'est pas Oxiga qui devient propriétaire du stock, c'est le créancier gagiste, c'est vous, banquier. Donc, si vous devenez propriétaire d'un stock, mais qu'on n'a pas préalablement trouvé d'acquéreur, vous aurez nécessité de stocker ces marchandises, d'assurer ces marchandises, d'apporter tout le soin nécessaire à ces marchandises, ce qui n'est pas votre métier. Donc, oui, l'attribution judiciaire est possible, mais à la condition que cette attribution dure un quart d'heure, le temps d'obtenir l'ordonnance du juge-commissaire ou du tribunal de commerce, et que vous cédiez automatiquement ce stock-là. Alors, question d'Alexandre pour vous, Maître Thévenot, ou pour Dimitri, vous choisissez. En cas de liquidation, le détenteur d'un gage sur stock sans dépossession a quel recours pour forcer le mandataire à agir? Je pense à un exemple concret d'un stock de vin qui se déprécie dans le temps et avec une inaction totale du mandataire. Je crois qu'on est précisément dans le cas où, en cas d'inaction, on va parler du mandataire, le créancier peut demander l'attribution judiciaire du gage. Je crois qu'il y a un délai d'ailleurs, c'est 3 mois de mémoire. C'est ça, Dimitri? Oui, soit l'attribution judiciaire, soit demander au tribunal de forcer le mandataire à réaliser l'objet de la mission qui lui a été confiée. Hein.
Vous voyez, hein, tout n'est pas simple. Moi, je ne suis pas l'expert, hein, mais ce qui est important, c'est d'être accompagné par des professionnels, des experts, tout ce que je disais tout à l'heure, qui vont pouvoir vous accompagner et discuter avec les différentes parties pour faire avancer vos droits, en fait. Alors, une question technique, Dimitri, si tu sais y répondre. Moi, pas directement, il me semble. En même temps, je découvre la question en même temps. En cas de ligne, même si elle n'est pas tout à fait juridique, en cas de ligne billet court terme avec gage sans dépossession ou varan, le varan étant une forme de gage sans dépossession, peut-on limiter les tirages à l'intérieur du plafond si l'état des stocks justifié est inférieur à la garantie? Et si oui, y a-t-il des formalités spécifiques? En fait, nous, dans le cadre d'un gage sans dépossession, on va vous transmettre des informations régulières sur l'évolution du stock. Si les informations qu'on vous communique ne sont pas conformes aux engagements pris par votre client et que la capacité de tirer le billet vous est offerte, c'est-à-dire que la possibilité de bloquer l'utilisation du billet ou de limiter le billet vous est offerte en conséquence de la garantie qui vous a été concédée et du respect du montant de la garantie qui vous a été concédée, oui, vous êtes absolument légitime, vous, en tant que créancier, mais surtout, créancier vis-à-vis de votre débiteur, de limiter, puisque la garantie attachée au contrat de crédit n'est pas respectée par le débiteur. Sur un découvert, c'est plus compliqué. Si la garantie vient garantir un découvert, c'est plus compliqué, mais si la garantie vient garantir une ligne de billet que vous pouvez autoriser, oui, vous êtes en capacité de réduire l'assiette de la disponibilité financière de cette ligne de billets. Merci Dimitri. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Je vois une question de Quentin, Stéphane, Alexandra et d'autres. Désolé, parce que je voudrais vraiment qu'on respecte le temps pour tout le monde. On va vous répondre par mail ou si vous voulez nous contacter, il y a évidemment aucun problème. Si vous voulez encore poser des questions, n'hésitez pas. J'en profite pour, ça n'a évidemment aucun engagement, mais si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas osé poser pendant ce webinaire, dites-nous si vous souhaitez être recontacté. Vous nous dites oui, vous nous dites non. C'est absolument pas grave. En tout cas, nous, on s'engage à revenir vers vous très prochainement. Donc, ceux qui ont déjà posé des questions auxquelles on n'a pas répondu là en ligne, on va vous répondre, c'est promis. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez nous recontacter pour un aspect juridique, commercial ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous mettez oui et c'est promis, on revient vers vous très rapidement. Donc, voilà, mettez oui, mettez non, il n'y a pas de problème. Un grand merci. Merci pour votre présence. Un grand merci, Maître Thévenot. Merci, Dimitri. Merci, Paul-Émile, à nos côtés aussi, qui a géré tout ça. Merci pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici mes coordonnées, mon email, mon téléphone. Et sinon, vous avez évidemment le site internet auxilia.com. Et on sera très heureux de revenir vers vous si vous avez des questions sur la garantie sur stock. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à tous. Merci, Maître Thévenot. Merci à vous, merci. Bonne journée à tous. Au revoir, merci beaucoup.